Je dois m'excuser à mon bon ami Tamas. Cette sortie, ça n'a pas été à cause de l'horreur à l'idée communisme. C'est un homme très vulgaire qui s'appelle Diabète. Qui s'appelle diabète. Désolé, mais pour clarifier absolument les choses. Donc, je suis spécialement fier que toi es ici parce que ton style a été communiste. Je ne connais pas les gens qui peuvent dire tout a été d'une haute qualité, mais la façon de le dire a déjà articulé un mépris absolu. Non? Ça, c'est l'esprit. Et aussi, mon merci aux autres, spécialement toujours, mes félicitations aux dirigeants, Statis, dont le dynamisme. Je te propose que tu changes de nom de Dynamis Kouvlakis, non? Donc, quand même, au travail. Je veux commencer par un petit éloge à celui qui doit être ici, mais est absent, Daniel Ben Saïd. Je me souviens, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, on a parlé du communisme et ça a fini avec deux topics très étranges. Jeanne d'Arc et Blaise Pascal. Et je crois que ça avait beaucoup de sens, parce qu'il y a deux leçons très importantes là. Jeanne d'Arc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si je connais bien la situation en France, au moins, ce n'est que Le Pen qui porte ce nom à son drapeau, non? On doit sans aucune honte approprier ça. Un grand mouvement proto-communiste dirigé par une femme très agressive, ascétique, sévère, beaucoup plus cruelle, et on ne doit pas sous-estimer des femmes en révolution. D'habitude, on fait une opposition entre Dzerzhinsky, l'horrible, le Tchéka, KGB, et Rosa Luxembourg. Mais c'est toi qui m'as dit qu'il y a quelques lettres qu'on a trouvées de Dzerzhinsky. Il a été d'origine polonaise. Et quand il a été jeune, il a collaboré avec Rosa Luxembourg. Et Dzerzhinsky, le terrible premier chef de Tchéka, il a dit Rosa Luxembourg, je veux peur d'elle, ça a été une femme trop dure, politiquement. Donc la première leçon, ne pas laisser le terrain au contraire. On doit s'approprier, pas seulement Jeanne d'Arc, mais je suis prêt à aller ici jusqu'au bout. Tous des motifs qui peuvent paraître des motifs dans notre conditionnement, nous sommes tous comme des chiens de Pavlov, proto-totalitaires. Discipline, sacrifice. Si on dit aujourd'hui discipline, sacrifice pour la chose commune, on est immédiatement accusé d'être, on ne dit pas fasciste, on dit proto-fasciste. Ça ne veut dire strictement rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on n'a pas une théorie, on pensait dire... Ok, donc la première leçon. La deuxième leçon, Pascal, ça c'est vraiment important. Pourquoi? La leçon, pourquoi Pascal? Parce que ça a été le motif de ma conversation avec Daniel Ben Saïd, parce que au temps de Pascal, vous savez, il y a l'éclat de modernité, sciences, scientifiques, mathématiques, etc. Et tous les gens qui ont simplement célébré la modernité scientifique sont toujours oubliés. C'est Pascal dont le problème n'a pas été comment embrasser la modernité, mais comment rester une chrétienne authentique dans des conditions de modernité. Il a analysé d'une façon beaucoup plus précise les conséquences véritables de modernité. Il y a une certaine espèce d'être sceptique envers la dernière mode qui nous permet de voir beaucoup plus. Et c'est pourquoi, pour répondre à la première de ces 4 questions, qui sont les questions de notre colloque, communisme sans Marx, sans histoire, etc., qui sont pour moi comme ces 4 questions de Kant. Que suis-je, que peux-je me permettre, etc. Communisme sans Marx, mon début c'est plutôt traditionnel ici, c'est qu'on doit éviter cette question vulgaire, évolutionniste. Qu'est-ce que ça veut dire Marx aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit encore? On doit poser d'une façon très orthodoxe, je crois, la question qui est exactement la question exacte. Pas prendre le départ dans cette arrogance historiciste. Est-ce que Marx, est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui à nous? Mais nous-mêmes, notre temps, qu'est-ce que ça
veut dire dans les yeux de Marx. Regardez comme Pascal, sur la modernité, notre propre ton à travers Marx. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on doit continuer plus que jamais à pratiquer critique d'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme bon chrétien athéiste bien sûr, je veux, comme dans un acte religieux, de commencer par une citation de Saint Paul, Épistole aux Éphèses. C'est peut-être la première très belle définition de critique d'idéologie. Voilà ce que dit Paul. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Très belle expression en grec, cosmokratoras. Contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans le lieu céleste. Fin de citation. Donc, pour le traduire dans notre langage contemporain, car nous n'avons pas à lutter contre les hommes de chair et du sang, mais contre les puissances qui dirigent notre monde du ténèbre du capitalisme global, contre les puissances idéologiques plus fortes que jamais. La preuve que dans notre époque non idéologique, comme on nous dit, idéologie est plus forte que jamais, chaque jour à la télévision Haïti. Vous avez vu cette prise de parti idéologique extrême. D'un côté, la célébration de l'aide humanitaire, 10 000 soldats américains, et de l'autre côté, tout ce qu'on apprend des gens là-bas, c'est que, ou bien ils sont des victimes totalement traumatisées, est-ce qu'on peut sauver une petite fille, etc. Et dès qu'ils deviennent actifs, les gens de Haïti, ce sont des voleurs. C'est une obscénité extrême. On reproche qu'il y a là des gens qui entrent des hypermarchés abandonnés et prennent les choses sans payer. Horrible. Après 5 jours, sans nourriture, etc. Donc, vous savez où est le racisme actuel? D'un côté, cette aide, etc., organisation, un peuple totalement chaotique, etc. Et toute l'histoire, ça a disparu. L'histoire de Haïti, du début, du scène d'ouverture, etc., qui a été déjà le moment traumatique pour toute l'Europe démocratique. Prenons le démocratisme européen, américain au plus radical. Thomas Jefferson, qui a cette très belle phrase que j'admire, que l'arbre de la liberté doit être arrosé par songe de temps en temps, non? Mais lui-même, il a caractérisé tout ça l'ouverture comme, comment on dit, mangeur des hommes, comme cannibale. Cannibale, boycott total, etc., etc. Donc tout cela, ça disparaît. Pour ne pas même parler d'une autre fait social. Tremblement de terre, c'est aujourd'hui un fait social, pas seulement au sens que dans un pays plus organisé, plus riche, les conséquences ne seront pas tellement catastrophiques, mais vous savez qu'on entre vraiment dans une nouvelle époque où le tremblement de terre lui-même peut être un fait social. Un ami dissident de Chine m'a dit qu'il y a plus ou moins un accord parmi les scientifiques, géologistes là, que la raison de la force destructrice de ce tremblement de terre à Sichuan, il y a 2 ans, je crois, c'est social. Il m'a dit que c'est accepté que les clivages là-bas dans la terre, qui déclenchent un tremblement de terre, que le clivage principal est précisément au-delà de ce grand lac artificiel créé par, comment on dit, Trigorges le barrage des 3 gorges. Oui, oui. Donc c'est littéralement, probablement, causé par social. Donc je crois que la critique d'idéologie, et je vais expliquer ce que ça veut dire, est aujourd'hui nécessaire pour éviter toutes les différents pièges. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'espère qu'on sera encore amis d'accord si je prends une cible qui n'est pas très populaire. Parce que tout le monde le célèbre aujourd'hui, Hugo Chavez. Pourquoi on le célèbre? Je crois que c'est le pire du racisme européen. Un typique, comme nous ici, intellectuel de gauche en Europe, il aime une révolution authentique, mais qui n'est pas trop proche, non? Ça doit être là, Cuba, Vietnam,
le truc, c'est qu'on doit continuer ici à poursuivre la carrière tous en un truc académique, mais c'est très beau de se sentir chaud dans la cœur. Oh, il y a quelque chose d'authentique qui se passe là-bas. Mais pourquoi j'ai des problèmes avec Chavez? Au début, ça a commencé très bien. J'ai peur, premièrement, que ça devienne de plus en plus un populisme étatiste, à l'encontre d'Evo Morales, qui, je crois, est un cas tout à fait différent. Deuxièmement, je n'aime pas la façon dont Chavez propose comme cible l'Empire américain. Non, je ne suis pas un défenseur de l'Empire américain. Je dis seulement que peut-être, précisément, si on veut être un communiste aujourd'hui, on doit prendre en sérieux la thèse qu'on entre dans un, disons, un univers multicentrique. Par exemple, ok, l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois. C'est tout à fait clair que la Chine, avec ses investissements d'argent, son économie politique, est aussi absolument une très forte puissance néocoloniale. Myanmar, Burma, la rébellion, l'Afrique, Congo. On ne peut rien comprendre à Congo sans l'arrière-fond de la compétition néo-impériale de l'Ouest et de la Chine à Congo. Donc, et oui, pour moi, quel est le problème avec ce focus sur anti-impérialisme? C'est le premier pas vers une notion qui est une pièce idéologique, je crois. Cette notion de ce qu'on appelle modernité alternative. Nous aussi, nous pouvons le faire, mais sans toutes les conséquences catastrophiques du modèle capitaliste de l'Ouest, sans aliénation, consumérisme, tout ce que vous voulez. L'idée, je crois, c'est profondément idéologique. C'est le rêve d'un capitalisme sans cet effet destructeur. C'est ça ce que les gens veulent, et je, en tant qu'Européen, je suis absolument contre, parce que je crois que, malheureusement, nous, en Europe, nous connaissons très bien, dans le XXe siècle, un grand projet de modernité alternative qui s'appelle fascisme, qui est précisément ça. L'idée, c'est d'avoir modernité sans en payer les prix par la lutte de classe, etc., etc. C'est pourquoi je crois que Chavez n'est pas vraiment, bien qu'il se réclame du marxisme, je ne sais pas quoi, un anticapitaliste. C'est un rêve d'une modernité alternative. Donc, de là, je veux passer au deuxième thème, un communisme sans histoire. Ici, je veux faire une chose paradoxale. Je veux défendre les deux positions qui ont été très critiquées aujourd'hui. Premièrement, l'idée de l'éternelle idée du communisme. Mais je crois que, précisément dans toute sa connotation platonicienne, je supporte cette idée. Je crois que ce n'est pas même une idée, c'est un fait réel, presque, comme le dirait Kant, un fait de la raison pratique, qu'il y avait de temps en temps dans l'histoire, je ne sais pas, comme vous voulez, les premières révoltes des esclaves dans les premiers empires orientaux, les révoltes millénaristes des paysans, Haïti, jacobins. Et pourquoi je suis pro-jacobin? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre Robespierre, etc. Mais la France révolutionnaire des Jacobins a été quand même le seul État qui a totalement reconnu la révolution à Haïti. Avec Napoléon, comme vous savez, ça a totalement changé. Napoléon avait même l'idée que cette révolte des esclaves est tellement dangereuse que ce n'est pas assez de les recoloniser. Napoléon a proposé qu'on doit les tuer tous et emporter de nouvelles esclaves. Donc je crois qu'il n'y a rien de naïf ici. C'est vrai que de temps en temps, on a, disons, cette explosion si vous voulez, éternelle idée du communisme. Il y a une constante transhistorique là, qui, comme une pulsion freudienne, ça revient, ça se répète. Le problème crucial, c'est bien sûr, est-ce que ça suffit? Est-ce que l'horizon final de notre lutte doit être cette
idée de communisme à la Beckett. Je pense à cette phrase célèbre à Beckett quand je dis tu dois agir, faire le geste, échouer, puis agir de nouveau pour échouer d'une façon meilleure, etc. etc. Non, je crois, et je suis ici optimiste dans le pessimisme même, je crois qu'aujourd'hui, je suis triste, orthodoxe au sens marxiste ici, quand même, notre moment historique est singulier. Pourquoi? Précisément parce que, comme tu as développé déjà d'une façon très belle, précisément parce que aujourd'hui c'est le capitalisme lui-même qui déjà, comment le dire, qui déjà mobilise ou bien actualise cette, disons, dialectique destructive. Comme tu l'as dit, c'est le capitalisme comme celui qui exécute le testament. Le testament communiste, bien sûr avec des limites très précises, société de classe, etc., etc. Mais je veux dire que ça, là, on a donc une alternative, la seule alternative véritable. Est-ce qu'on choisit le chemin de Negri ou bien de Deleuze, que je suis tenté à l'appeler accélérationnisme. C'est-à-dire que, comme ça a été par Rancière critiqué, je suis tout à fait d'accord avec lui, comme si le développement le plus postmoderne capitaliste est déjà objectivement communiste, et tout ce qu'on doit faire, ce n'est pas le combattre, mais le développer, même le pousser jusqu'à l'extrême. Est-ce que c'est ça, ou bien quoi? Je n'ai pas une grande réponse, je crois seulement, de nouveau, d'une façon assez naïve, que, à 3-4 niveaux au moins, pour le dire presque dans les termes religieux, un moment apocalyptique s'approche. Très naïvement. Non, je n'aime pas des conneries comme 2012. Pas 2012, mais 2020, 30, etc. Petit changement. Écologie. C'est incroyable ce qui se passe. Vous devez seulement comparer la réaction du grand pays de... ça c'est une erreur technique. Okay. La réaction à la crise financière, la comparer à la réaction à la crise écologique. La crise écologique, on a négocié Copenhague, rien pratiquement. La crise financière, dans une semaine, on a trouvé des sommes d'argent. C'est-à-dire, c'est tout à fait clair que ni l'État ni le marché ne peuvent pas le faire. Après, biogénétique. Aujourd'hui, avec un prospect de lien direct du cerveau humain avec des machines, de changement de nature humaine, quelque chose, il y a des perspectives tout à fait nouvelles là. On a déjà parlé de la question de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour le fonctionnement de l'État capitaliste? De nouveaux murs, homo sacer, etc., etc. Je crois que dans tous ces processus qui se désignent, cette nouvelle forme de ce que Marx a appelé, je suis très orthodoxe ici, la position prolétarienne, qui est, comme on a déjà souligné ici, la position prolétarienne, dans les termes hegeliens, c'est quelque chose de très précis pour Marx. C'est une subjectivité privée de substance. Cette substance, c'est ce dont on a déjà parlé aujourd'hui, les communs, la privatisation des communs. Nature, comme notre commun naturel, est privatisée, détruite. En biogénétique, notre héritage génétique est privatisé, propriété immatérielle, intellectuelle, privatisée, etc., etc. Même, je crois, et j'aime beaucoup le livre de Catherine Malabou, Les Nouveaux Blessés, où elle développe même l'idée que la forme prédominante de psychopathologie aujourd'hui, les nouveaux blessés, c'est le titre de son livre, les sujets post-traumatiques, c'est quelque chose comme le prolétaire psychique, c'est-à-dire le sujet dont toute la substance symbolique est détruite, le sujet qui survit comme une espèce de mort vivant. Dans telle situation, on a besoin de la théorie ou pas. Je crois que oui, plus que jamais, parce que les problèmes même sont souvent visibles seulement à travers la théorie. Et ici, je suis d'accord avec ce qu'on a dit sur la capacité partagée, mais quand même, comment le dire, je crois que quand même au niveau des
certain niveau de savoir pratique, on doit garder toute la hiérarchie. C'est la seule chose qu'on ait. Je me souviens, Terry Eagleton m'a dit une anecdote formidable sur Eric Hobsbawm, le grand historien. Il a visité une usine, il y a déjà 30 ans, et pour être populaire, 68, etc., il a dit aux travailleurs, je ne sais pas plus que vous, je veux seulement partager mon ignorance avec vous, je ne suis pas plus que vous, je veux apprendre de vous. Et un ouvrier ordinaire l'a interrompu et a dit, c'est faux, est-ce que vous êtes crétin ou quoi? Non, vous êtes payé pour savoir plus que nous, et nous voulons que vous nous disiez ce que, etc., etc. Je crois qu'il y a quelque chose de dire, si un scientifique dit non, on est tout égaux, je partage avec vous, qui est la forme la plus raffinée d'une arrogance absolue. De l'autre côté, je sais que l'universalisation du discours scientifique aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Parce que, est-ce que vous avez observé un point très précis qu'aujourd'hui, on parle de expert opinion, de opinion des experts, ce qui est très contradictoire. Dans le vieux temps, on a dit, nous... Donc ça est épistème. Oui, c'est épistème, les scientifiques et les gens ordinaires ont de l'opinion. Maintenant, c'est les scientifiques qui ont des opinions, non? Donc, je suis tout à fait d'accord ici avec Rancière, qu'on ne peut pas faire référence à une théorie neutre. Mais quand même, je crois qu'on a besoin d'une théorie qui n'est pas théorie au sens du scientifique. Mais quoi? Mais pour le dire, si tu me permets encore 5 minutes seulement, oui. Tu dois changer un peu. Écoutez, vous savez où je vois un problème. Mais est-ce que je crois qu'il y a mes amis gauchistes qui pensent, oui, on sait où on est. Le capitalisme global, blabla. Le problème est seulement comment mobiliser les gens. Non, je crois qu'on ne le sait pas vraiment où est-on. Où est-on? Quelle société est aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le vieux capitalisme? Il y a toute une série de phrases journalistiques. Société postmoderne, de risque, post-industriel, informatique. Je crois que ce sont encore des phrases journalistes. On ne sait pas où est-on. Et que doit-on faire? Oui, c'est déjà le dernier point. Critique d'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, les médias nous bombardent avec des grandes batailles, luttes d'aujourd'hui. Par exemple, fondamentalisme contre libéralisme. La première chose à faire, je crois, c'est de rejeter les termes même du combat. Par exemple, fondamentalisme versus libéralisme, c'est un pseudo-débat. Pourquoi? Même si on accepte, et je ne l'accepte pas, la désignation de soi-disant fondamentalisme islamiste comme islamo-fasciste, on doit se souvenir de la très belle phrase de Walter Benjamin qui a dit que derrière chaque fascisme, il y a une révolution ratée. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas le champ entier de bataille. Le tiers, il manque. Or, pour lire la même chose d'une autre façon, je crois que ce qu'on appelle le libéralisme et le fondamentalisme, c'est un cercle vicieux. Le libéralisme lui-même produit toujours de nouveaux fondamentalismes. Regardez Afghanistan. Quand j'étais jeune, il y avait 30 ans, Afghanistan a été un pays très, très séculaire, ouvert, etc., etc. Ce n'est qu'à travers sa prise dans le capitalisme global qu'il est devenu fondamentaliste. Et la même chose pour conclure, je veux conclure avec un très beau exemple qui est le grand débat ici, chez vous, burqa. Je veux me référer aux langues slovènes où le même mot burqa veut dire littéralement une farce brutale. C'est ça, je crois. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour être très clair, je ne veux pas faire référence à la sagesse profonde des langages ou de la langue slovène. Je suis plutôt sceptique de là. Je crois que s'il y a une leçon de dernière épuration ethnique, c'est que Platon avait raison, au moins sur un point, quand il a proposé de rejeter le poète de la cité. Je peux vous garantir de mon expérience post-yougoslave, où j'ai aussi vérifié à Rwanda, aux autres cas, derrière chaque, ce qu'on appelle épuration ethnique, il y a un poète. Ok. Mais donc, burqa, où est le problème?
bien sûr, on est contre l'oppression des femmes, etc., etc. Mais vous savez où est pour moi le problème? Pourquoi ça déclenche tellement d'angoisse, cette idée que le visage de la femme est couvert, sauf pour une petite ouverture pour le regard, pour les yeux? Je me souviens ici, vous connaissez Alphonse Allais, le vieux, et que il a dit que il a proposé cette nouvelle version de Danse de Salomé, où elle dit quand c'est fini, quand elle est nue, Hérode écrit non, on va continuer, elle doit retirer son peau aussi. Et je crois que la vérité, c'est peut-être ça. C'est pas que le visage de la femme est couvert par la burqa, on veut retirer la burqa pour voir le visage authentique, etc. Je suis ici anti-lévinassienne. Le visage comme tel est le dernier instrument, est une masque idéologique. Le visage est un mensonge matérialisé pour moi. Je crois que c'est pourquoi en psychanalyse, où le contact est vraiment intime, on ne voit pas le visage. C'est absolument crucial que le dispositif de psychanalyse, ce n'est pas face en face. Donc, pour moi, c'est ça pourquoi on a tellement horreur de burqa. Parce qu'on voit là, à ouvert, le secret derrière le visage. La situation véritable, c'est que la femme a un visage, et quand si on peut imaginer, dire le visage, on voit le noir et seulement le regard. C'est derrière. C'est-à-dire, dans la femme sous burqa est notre prochain, en direct là, dans toute son ouverture. C'est ça le visage vraiment dévoilé, le visage sans visage. Et c'est pourquoi on peut expliquer de là comment le racisme fonctionnait, etc., etc. Donc seulement pour conclure maintenant, je veux dire que on ne doit pas combattre les combats de nos ennemis, les combats qui ne sont pas les nôtres. Si je veux, je suis permis de détails de terminer. Oui, très vite. Premièrement, c'est pourquoi, par exemple, le grand combat idéologique est la signification de Antigone de Sophocle. Non? Qui a raison? Créon, Antigone. Vous savez tous les investissements idéologiques là. Mais j'ai l'idée d'écrire Antigone, de la réécrire dans le style de Brecht de trois versions. La première version, c'est comme chez Sophocle. Antigone est condamnée, la version tragique, on l'aime. La deuxième version, mon idée, c'est qu'au milieu du jeu, dans les grands débats entre Antigone et Créon, Antigone convainc Créon, et Créon accepte, oui, on doit enterrer proprement avec des funérailles polynéicos. Le résultat, pragmatiquement, c'est tout à fait clair. Une nouvelle guerre civile, toute la cité est détruite, et à la fin, c'est ça mon idée, Antigone marche tout ensemble et répète cette bêtise, oui, mais je suis créé pour l'amour, pas pour la mort, etc. Et bon, ça c'est là. Et la troisième version, ce sont des coordonnées du débat, ou bien le pouvoir d'État, ou bien la conscience privée. Mais le geste principal, c'est que cette alternative est une fausse alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Antigone idéal, ça serait qu'au milieu du conflit, du débat féroce entre Créon et Antigone, comment on dit, chorus, le cœur. Le cœur intervient, le cœur cesse d'être cette bêtise de sagesse, etc. Le cœur intervient, c'est rétabli dans le style jacobin comme une espèce de comité de salut public. Le cœur, comment on dit, arrestation, met en prison les deux, il dit, ça c'est votre conflit féodal pour unir le peuple, on va vous juger, on va vous condamner à mort et introduire une espace de dictature collective du peuple, etc., etc. On change le terrain. Le combat n'est pas le bon. Le combat n'est pas le bon combat. C'est pourquoi, pour finir, comme j'ai débuté avec religion. Aujourd'hui, la religion, oui, peut-être, mais je suis pour ce que j'appelle le noyau dur émancipateur de la religion chrétienne, mais dans un sens très précis. Il y a, c'est ça la vente, un très beau vitz soviétique du début des années 20, quand la propagande soviétique, ça a encore, disons, marché. L'idée, c'est qu'un grand propagandiste bolchevique est mort.
Donc, bien sûr, il va immédiatement à l'enfer, mais là, il est un tel bon propagandiste qu'il convainc les gardes qu'il le laisse, il s'enfuit au paradis. Une semaine après, Diable note son absence et va au Dieu pour demander le propagandiste en retour à l'enfer. Et il s'adresse au Dieu. Il commence par « Oh, mon Seigneur ». Dieu l'interrompt immédiatement parce que son cerveau a été déjà levé par les propagandistes. Il dit, premièrement, je ne suis pas ton Seigneur, je suis camarade. Deuxièmement, est-ce que tu parles avec des visions? Est-ce que tu es fou? Je n'existe pas. Troisièmement, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle vite, je ne veux pas rater la session de mon cellule, de ma cellule. C'est le Dieu comme ça qu'on a besoin. Le Dieu qui est camarade avec nous, le Dieu dont toute la substance est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, cet collectif égalitaire qui, après, a trouvé des noms plus appropriés, comme le Parti communiste, les sociétés psychanalytiques, etc. etc. Donc, vous savez qu'est-ce que je veux dire? De cette façon, on doit, par exemple, le dernier exemple. Ok, la brutalité de la dictature militaire grecque.